Paris a construit son identité autour de la proportion, de l'alignement et de la continuité. La capitale française est reconnue pour la répétition élégante de ses façades en pierre claire, pour ses larges boulevards et pour une ligne d'horizon presque parfaitement nivelée. Pendant plus d'1 siècle, cette harmonie visuelle a été préservée comme un patrimoine collectif, protégé par des règles strictes et par une culture urbaine qui valorise l'échelle et l'équilibre. Puis, au cœur de ce paysage soigneusement calculé, a émergé un bloc sombre de verre et d'acier qui a brisé la silhouette historique comme une trace verticale impossible à ignorer. Avec plus de 200 mètres de hauteur, la tour Montparnasse n'a pas seulement transformé l'horizon de la ville, elle a aussi déclenché une réaction politique immédiate et profonde. Dans cette vidéo, vous découvrirez tout sur l'édifice le plus contesté de la France contemporaine. Pendant plus d'1 siècle, Paris a consolidé une logique urbaine fondée sur la continuité visuelle et le contrôle rigoureux des gabarits, héritage direct des transformations menées par Georges-Eugène Haussmann entre 1853 et 1870. La standardisation des façades en calcaire clair, l'alignement précis des corniches et des hauteurs variant entre 25 et 37 mètres ont façonné une silhouette homogène, rare parmi les grandes capitales mondiales. Ce modèle a structuré plus de 60% du tissu central de la ville et a transformé l'uniformité en patrimoine culturel autant qu'en actif économique. Rompre ce schéma revenait à modifier un équilibre urbain construit sur plus d'1 siècle. Après la Seconde Guerre mondiale, cette stabilité a cependant commencé à être perçue comme une contrainte structurelle, tandis que Londres et New York développaient des quartiers financiers composés d'immeubles dépassant 150 mètres et dotés de vastes plateaux tertiaires. Paris conservait un parc immobilier fragmenté, dominé par de petits ateliers et des bureaux dispersés. La reconstruction européenne a dirigé des milliards de francs vers d'autres régions industrielles françaises, réduisant le rôle économique central de la capitale. Dans les années 1950, des études gouvernementales signalaient une perte de compétitivité dans le secteur tertiaire et le départ d'entreprises vers des métropoles offrant davantage d'espaces modernes adaptés aux besoins corporatifs. C'est dans ce contexte qu'émerge le plan Maine-Montparnasse, lancé en 1959 comme l'une des plus vastes opérations de restructuration urbaine de l'après-guerre français. Le projet couvrait environ 8 hectares et prévoyait la reconstruction complète de la gare Montparnasse qui accueillait déjà près de 50 000 voyageurs par jour, ainsi que de nouveaux ensembles résidentiels, un centre commercial et un immeuble de bureaux de grande envergure. L'objectif consistait à concentrer 120 000 mètres carrés de surface locative, créant un pôle d'affaires à l'intérieur du périmètre historique. La tour Montparnasse représentait l'axe financier de l'ensemble, conçu comme catalyseur de recettes et symbole de modernisation. Le premier obstacle majeur fut financier. L'établissement public chargé du projet estimait les coûts à plus de 65 millions de francs pour la seule tour, un montant élevé pour l'époque. Sans expérience préalable dans la construction de gratte-ciel, l'État rencontrait des difficultés pour mobiliser des capitaux sur le marché. L'arrivée du promoteur américain Wiley Tuttle a profondément modifié l'équation économique. La hauteur fut portée à 210 mètres et 59 étages, augmentant considérablement la surface locative et rendant l'opération viable grâce à des pré-contrats, signés avec de grandes entreprises. La verticalisation a donc résulté d'un calcul financier précis, fondé sur la maximisation des revenus par mètre carré. Une fois la viabilité économique assurée, le défi structurel est apparu. Sous le terrain choisi passait la RATP ligne 6 du métro parisien, dont le tunnel se situait exactement sous l'emprise de la tour. L'édifice devait atteindre un poids d'environ 122 000 tonnes, charge suffisante pour provoquer un tassement différentiel et compromettre l'intégrité de l'infrastructure souterraine. La solution a exigé le renforcement du tunnel par des parois latérales en béton armé et l'installation de 4 poutres structurales capables de supporter jusqu'à 40 000 tonnes de charges réparties. En parallèle, 56 pieux d'environ 60 mètres de profondeur ont été réalisés afin d'atteindre des couches d'argile plus stables, le sous-sol étant marqué par des cavités issues d'anciennes carrières de calcaire. Les fondations ont mobilisé près de 12 000 mètres cubes de béton, soit plus de 25% du volume structurel total du bâtiment. Le système final a permis de redistribuer les charges latéralement, garantissant le maintien de l'exploitation ferroviaire durant l'ensemble du chantier. Lorsque la phase structurelle de la tour Montparnasse est entrée dans un rythme accéléré, le centre historique de Paris a commencé à cohabiter avec un chantier fonctionnant selon des standards industriels rarement observés jusque-là en Europe continentale.
Plus de 2000 travailleurs ont participé directement ou indirectement à l'exécution au fil des années de construction, mobilisant des chaînes d'approvisionnement en acier structurel, en béton prêt à l'emploi et en systèmes électromécaniques à une échelle inédite pour la capitale française. L'édifice a été conçu autour d'un noyau central massif en béton armé concentrant la circulation verticale, les escaliers de secours, les ascenseurs et l'ensemble des infrastructures techniques, formant une colonne vertébrale capable d'absorber les efforts du vent et de stabiliser toute la structure. Ce noyau ne remplissait pas seulement une fonction utilitaire, mais également un rôle structurel et stratégique. Il intégrait 25 ascenseurs à haute capacité, dimensionnés pour un flux quotidien estimé à environ 6000 usagers, un chiffre considérable dans le contexte urbain de l'époque. L'installation électrique a été conçue pour une puissance supérieure à 20-30 MW, équivalente à la consommation d'un quartier résidentiel de taille moyenne, tandis que le système de climatisation centrale desservait près de 120 000 m² de bureaux, exigeant un réseau complexe de gaines, de colonnes techniques et de locaux techniques répartis sur toute la hauteur. La réalisation du noyau a utilisé la technique du coffrage glissant, méthode permettant un bétonnage continu pratiquement ininterrompu. Les moules mobiles étaient élevés par des vérins hydrauliques à mesure que le béton atteignait une résistance suffisante, éliminant la nécessité de démontage complet entre les niveaux. Au lieu de construire un étage à la fois selon des cycles prolongés, la structure s'élevait jour et nuit, assurant l'homogénéité du béton coulé et réduisant le délai structurel de près de 30% par rapport aux méthodes conventionnelles de la période. Le calendrier global de la superstructure à l'achèvement est resté inférieur à 4 ans, performance jugée ambitieuse au début des années 1970. Pendant que le noyau progressait verticalement, l'assemblage de la structure métallique périphérique suivait un planning strictement synchronisé. Plus de 7000 tonnes d'acier ont été utilisées pour former les poutres et les poteaux entourant le béton central, créant un squelette léger et performant destiné à supporter les planchers. Cette solution mixte réduisait les sections structurelles, augmentait la surface utile intérieure et limitait une partie des charges transmises aux fondations profondes. Le résultat fut un immeuble capable d'offrir de vastes plateaux, libres de poteaux, répondant aux exigences des banques, compagnies d'assurance et multinationales à la recherche d'espaces tertiaires modernes et technologiquement avancés. Du point de vue immobilier, il s'agissait de l'une des plus fortes concentrations de surfaces de bureaux à l'intérieur du périmètre central parisien. Le taux d'occupation initial a dépassé 90%, positionnant l'actif parmi les plus stratégiques de la ville. Les investissements engagés, actualisés en valeur contemporaine, dépasseraient 300 millions d'euros pour la seule construction d'origine, sans inclure les impacts indirects sur les infrastructures urbaines. Les revenus locatifs annuels estimés ont consolidé l'immeuble comme pièce majeure du marché tertiaire de la capitale. Cependant, le choix du revêtement extérieur a marqué le début d'un rejet public persistant. La façade a reçu plus de 40 000 m² de panneaux de verre teinté foncé, formant une surface continue, réfléchissante et éloignée de la palette claire traditionnelle de Paris. Au lieu de dialoguer avec le calcaire et les textures haussmanniennes héritées des transformations de Georges-Eugène Haussmann, le volume présentait un aspect monolithique, absorbant le rayonnement solaire, augmentant la charge thermique interne et accentuant la consommation énergétique par rapport aux constructions historiques en maçonnerie massive. Des décennies plus tard, la performance environnementale est devenue un argument central dans les programmes de requalification. Le problème ne se limitait toutefois ni aux matériaux ni à l'efficacité thermique. L'échelle modifiait profondément la lecture de l'horizon urbain. Dans une ville caractérisée par une silhouette majoritairement horizontale, la tour dépassait nettement la ligne des immeubles résidentiels et partageait le champ visuel avec des repères majeurs, tels que le Dôme des Invalides et le Panthéon. Sa présence isolée et dominante devenait une référence permanente, rompant la continuité construite au fil de plus d'un siècle. La réaction publique a dépassé le cadre architectural pour prendre une dimension politique. La question de savoir qui détenait l'autorité pour redéfinir l'image urbaine de la capitale s'est imposée dans le débat national. Quelques années après l'inauguration, le gouvernement français a instauré des limites strictes de hauteur dans le centre historique, rendant pratiquement impossible la construction de nouveaux gratte-ciel dans le tissu consolidé. La verticalisation a alors été redirigée vers La Défense, quartier d'affaires situé en dehors du noyau traditionnel, qui concentrera dans les décennies suivantes plus de 3 millions de mètres carrés de bureaux à haute densité et des milliards d'euros d'investissements déplacés du centre.
Si l'impact de la tour Montparnasse a été évident sur l'horizon, l'erreur s'est également manifestée au niveau du sol. Le complexe commercial implanté à sa base a suivi la logique brutaliste dominante de l'époque, privilégiant une circulation intérieure fermée et une séparation physique entre les piétons et le maillage urbain traditionnel. Le résultat fut un ensemble introspectif, surélevé par rapport à la rue, doté de passages peu intuitifs et de vastes plans en béton rendant difficile l'intégration avec le quartier. Au lieu de prolonger le tissu urbain existant, le projet a créé une enclave autosuffisante, ignorant le flux naturel des trottoirs parisiens. Durant les premières années, le centre commercial a attiré un flux important grâce à sa proximité avec la gare Montparnasse. Avec le temps, toutefois, la déconnexion structurelle a commencé à produire ses effets. L'expérience de circulation était fragmentée, la lumière naturelle limitée et les accès peu accueillants. Tandis que d'autres secteurs de Paris évoluaient vers des modèles plus ouverts et connectés, le bloc situé sous la tour restait enfermé dans sa propre logique. De grandes enseignes ont progressivement remis en question leur présence, et le départ de marques majeures a accéléré le processus de dévitalisation. L'espace qui devait consolider la dynamique du quartier est devenu un symbole de stagnation. La dégradation progressive a renforcé l'idée que le projet avait échoué non seulement dans sa dimension verticale, mais aussi dans sa relation aux piétons. Des escalators ont été désactivés, des vitrines sont restées vides et de larges couloirs ont enregistré une fréquentation en baisse. Le contraste entre l'ambition initiale et la réalité quotidienne révélait un problème de conception urbaine. L'ensemble ne dialoguait pas avec le rythme de la ville et n'offrait pas de transition fluide entre intérieur et extérieur. La tour dominait la ligne d'horizon, tandis que sa base affaiblissait l'espace public environnant. Des décennies plus tard, lorsque la municipalité a envisagé d'assouplir à nouveau les limites de hauteur dans certaines zones, le spectre de Montparnasse est réapparu dans le débat. Le projet d'ériger une nouvelle tour de grande envergure, connue sous le nom de tour triangle, a ravivé le souvenir de l'impact provoqué dans les années 1970. Les partisans soutenaient à Thaïs-Amsant que la capitale devait moderniser son infrastructure tertiaire afin de rivaliser avec d'autres métropoles européennes. La réaction publique a toutefois reproduit des schémas antérieurs. Des organisations patrimoniales, des habitants et une partie de la classe politique ont défendu la préservation de la silhouette traditionnelle, affirmant que l'identité urbaine ne devait pas être de nouveau mise en péril. La controverse a abouti à l'adoption d'un plan urbain bioclimatique, rétablissant des limites strictes de hauteur dans le centre consolidé. Cette décision a démontré que le traumatisme lié à la première grande expérience verticale continue d'influencer la politique urbaine contemporaine. L'épisode a renforcé l'idée que toute intervention d'envergure à Paris doit affronter non seulement des défis techniques, mais également une forte dimension symbolique. Dans ce contexte, la tour Montparnasse elle-même est devenue l'objet d'une transformation majeure. Un concours international a retenu une proposition prévoyant le remplacement intégral de la façade sombre par des panneaux de verre transparents afin de réduire la perception de masse et de permettre une plus grande réflexion du ciel et de la lumière naturelle. L'introduction de jardins suspendus sur plusieurs niveaux vise à fragmenter visuellement le volume en créant des pauses horizontales capables d'atténuer la lecture verticale continue. La nouvelle enveloppe architecturale a été conçue pour intégrer des dispositifs de ventilation naturelle exploitant les courants d'air en altitude et réduisant la dépendance au système mécanique. Au sommet, le projet inclut l'installation d'une serre agricole, transformant une partie de la toiture en espace productif et ajoutant une fonction environnementale à l'édifice. Parallèlement, la base commerciale fera l'objet d'une reconfiguration menée par un architecte de renommée internationale avec ouverture de passage, extension des espaces publics et réintégration aux rues voisines. L'objectif affiché consiste à convertir un bloc isolé en prolongement perméable du tissu urbain. Quelle est votre position sur la tentative de rendre la tour Montparnasse presque invisible ? Donnez votre avis en commentaire. Ceci est la chaîne La Grande Construction. Laissez votre mention d'appréciation, abonnez-vous et regardez la vidéo précédente.